Il existe des moments dans une vie où tout s'arrête, pas à cause d'un choix délibéré, pas parce que tu l'as planifié, mais parce que quelque chose de plus grand que ta volonté consciente a décidé que tu avais besoin de t'immobiliser. Tu regardes autour de toi et tu vois tes amis avancer, construire, voyager, réussir, pendant que toi tu restes là, enfermé dans une routine qui ressemble à une salle d'attente dont tu ne connais pas encore la destination. Et tu te demandes, parfois avec angoisse, parfois avec une tristesse sourde, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette période de stagnation apparente alors que tu sens, quelque part au fond de toi, que tu es capable de tellement plus? Carl Gustav Jung, l'un des esprits les plus profonds que la psychologie ait jamais produit, avait une réponse à cette question. Et cette réponse n'est ni simple ni rassurante au premier abord, parce qu'elle ne vient pas te dire que tout va bien, que la vie est juste ou que tu mérites une récompense. Elle vient te dire quelque chose de beaucoup plus dérangeant et en même temps de beaucoup plus libérateur. Ce que tu appelles une période de stagnation est peut-être la période la plus importante de ta vie. Ce que tu perçois comme une pause forcée est peut-être une invitation profonde, venue des couches les plus obscures de ta propre psyché, à te préparer pour quelque chose que tu ne peux pas encore voir, mais que tu peux commencer à sentir si tu acceptes de regarder vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. Jung a passé une grande partie de sa vie à observer ce phénomène chez ses patients, mais aussi en lui-même. Après sa rupture avec Sigmund Freud au début du XXe siècle, il a traversé une période qu'il a lui-même qualifiée de confrontation avec l'inconscient. Pendant plusieurs années, il s'est retiré du monde, il a dessiné, rêvé, exploré les symboles qui surgissaient de sa propre profondeur intérieure. Le monde extérieur l'aurait probablement considéré comme quelqu'un de bloqué, de perdu, peut-être même de fou. Mais c'est précisément dans cette période d'isolement apparent que se sont construits les fondements de toute sa pensée, toute la psychologie analytique qui allait transformer la compréhension de l'âme humaine. Ce qu'il a appelé sa confrontation avec l'inconscient n'était pas un échec, c'était une préparation. Et si ce que tu vis en ce moment était exactement cela, une confrontation nécessaire avec ce que tu n'as pas encore regardé en face? Pour comprendre ce que Jung voulait dire, il faut commencer par l'une des idées les plus fondamentales de sa psychologie, l'existence de l'inconscient. Non pas l'inconscient au sens vague et populaire du terme, mais un inconscient réel, vaste, vivant, structuré, habité par des forces qui influencent chacune de tes décisions, chacune de tes émotions, chacun de tes rêves. Jung distinguait deux niveaux de cet inconscient. Il y a l'inconscient personnel, qui contient tout ce que tu as vécu, ressenti, refoulé, oublié au cours de ta propre existence. Et puis il y a quelque chose de bien plus grand, l'inconscient collectif, une couche encore plus profonde de la psyché qui n'appartient pas seulement à toi, mais à toute l'humanité. C'est là que vivent les archétypes, ces images primordiales, ces structures psychiques héritées de millions d'années d'évolution humaine, qui se manifestent dans les mythes, les rêtes, les contes, les religions de toutes les cultures du monde. Quand une période de retrait s'impose à toi, qu'elle soit provoquée par une perte d'emploi, une rupture amoureuse, une maladie, une dépression, un isolement social ou simplement un sentiment inexplicable d'épuisement intérieur, quelque chose dans ton inconscient est en train de travailler. Quelque chose cherche à refaire surface. Et l'une des vérités les plus inconfortables que Jung ait jamais exprimées, c'est que nous ne pouvons pas choisir le moment où cela se produit. Ce n'est pas notre ego, cette partie de nous qui planifie, qui contrôle, qui veut paraître fort et cohérent aux yeux du monde, qui décide quand il est temps de descendre dans les profondeurs. C'est quelque chose de plus ancien, de plus puissant, de plus sage que cette petite voix consciente qui croit tout gouverner.
Je voudrais faire une pause ici et te poser une question sincère. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de sentir que tu étais retenu quelque part, pas par les circonstances extérieures, mais par quelque chose d'intérieur, comme si une partie de toi refusait d'avancer tant qu'une autre partie n'avait pas été entendue? Jung croyait que ces moments de résistance intérieure sont rarement des signes de faiblesse. Ils sont souvent des signaux venus de l'âme indiquant qu'il reste quelque chose d'essentiel à comprendre, à intégrer, à traverser. Si cette idée résonne en toi, écris dans les commentaires « Je suis prêt à regarder en dedans ». Ton témoignage peut devenir le miroir dont quelqu'un d'autre a besoin pour commencer sa propre exploration. L'une des raisons pour lesquelles les périodes de retrait sont si déstabilisantes dans notre époque contemporaine, c'est que nous vivons dans une culture qui sacralise le mouvement, la productivité, la visibilité. Être vu, être actif, progresser selon des critères mesurables, c'est le langage de notre temps. Et dans ce contexte, s'arrêter ressemble à un échec. Mais Jung avait une vision radicalement différente de ce que signifie vraiment avancer. Pour lui, le développement psychologique le plus profond ne se produit pas lorsque nous accumulons des succès extérieurs. Il se produit lorsque nous acceptons de descendre, de ralentir, de nous confronter à ce que nous avons évité. Il utilisait le mot allemand « individuation » pour décrire ce processus, ce long et difficile chemin vers la plénitude de soi, vers une intégration de toutes les parties de notre personnalité, y compris celles que nous préférerions ignorer. Ce processus d'individuation est, dans la pensée de Jung, la tâche la plus importante d'une vie humaine. Non pas devenir parfait, non pas éliminer nos défauts ou transcender notre humanité, mais devenir entier, devenir authentiquement ce que nous sommes dans notre profondeur la plus réelle. Et cette tâche ne peut pas se faire en courant. Elle exige du silence, de la solitude, de la confrontation. Elle exige que nous acceptions, au moins temporairement, de laisser de côté le masque que nous portons pour le monde. Ce masque, Jung lui donnait un nom particulier, la persona. Le mot vient du latin et désignait à l'origine les masques portés par les acteurs du théâtre antique. Pour Jung, nous portons tous une persona, un ensemble de comportements, d'attitudes, de rôles sociaux que nous avons développés pour fonctionner dans la société, pour être acceptés, aimés, reconnus. Cette persona n'est pas mauvaise en soi, elle est nécessaire. Nous avons tous besoin d'une façade sociale pour naviguer dans le monde. Le problème survient quand nous nous identifions entièrement à ce masque, quand nous oublions que derrière lui existe une réalité psychique bien plus complexe, bien plus riche, bien plus troublante. Le problème survient quand nous vivons toute notre vie pour le masque, au détriment de ce qui se trouve derrière. Et ce qui se trouve derrière la persona est précisément ce que Jung appelait l'ombre. L'ombre est l'ensemble de tout ce que nous avons refoulé, nié, rejeté de nous-mêmes au fil de notre développement. Elle contient nos peurs les plus profondes, nos désirs inavoués, nos émotions que nous jugeons inacceptables, nos capacités que nous n'avons jamais osé développer parce qu'elles ne correspondaient pas à l'image que nous voulions projeter ou à celle que notre famille, notre culture, notre éducation attendaient de nous. L'ombre n'est pas le mal absolu. Elle est simplement la partie de nous que nous avons laissée dans l'obscurité. Et ce que nous laissons dans l'obscurité ne disparaît pas. Il continue d'agir, d'influencer, de sabotager, ou parfois de créer les conditions exactes pour que nous soyons enfin forcés de nous arrêter et de regarder. Quand tu traverses une période où tu te sens bloqué, où les choses ne progressent pas comme tu le souhaites, où tu ressens une fatigue qui n'est pas seulement physique mais existentielle, il est possible que ton ombre soit en train de te parler. Pas pour te détruire, mais pour te dire « il y a quelque chose ici que tu n'as pas encore regardé. Il y a une vérité sur toi-même que tu as préféré ignorer, une émotion que tu as préféré enfouir, un besoin que tu as préféré nier. Et tant que tu ne t'en occupes pas,
La vie trouvera d'autres façons de t'arrêter, parce que le psychisme a sa propre sagesse, et cette sagesse sait que la croissance réelle ne peut pas se construire sur des fondations où des parties entières de toi restent murées dans le silence. Jung observait souvent que ses patients commençaient à guérir, non pas quand ils parvenaient à effacer leurs difficultés, mais quand ils acceptaient de les comprendre. Non pas quand ils devenaient plus forts contre eux-mêmes, mais quand ils devenaient plus honnêtes avec eux-mêmes. Et cette honnêteté commence par reconnaître que la période de retrait que tu traverses n'est pas un accident, n'est pas une punition, n'est pas une preuve que tu n'es pas à la hauteur. Elle est une invitation à descendre un peu plus profondément dans la connaissance de toi-même. Pense à un mythe que les êtres humains racontent depuis des millénaires sous des formes variées, dans des cultures qui n'ont jamais eu de contact entre elles. Le mythe de la descente aux enfers. Ishtar descend dans le monde souterrain. Ulysse traverse des épreuves qui semblent sans fin. Jonas reste 3 jours dans le ventre de la baleine. Psyché doit accomplir des tâches impossibles avant de pouvoir retrouver l'amour. Le Christ passe 40 jours dans le désert. Ces récits, venus de traditions aussi différentes que la Mésopotamie antique, la Grèce classique, la Bible hébraïque et la mythologie romaine, partagent une structure commune que Jung a identifiée comme l'expression d'un archétype universel, le voyage du héros, et plus précisément, la phase de la descente nécessaire. Ce que ces mythes racontent, tous sans exception, c'est que la transformation véritable ne peut pas se produire en surface. Elle exige une plongée dans l'obscurité, une traversée de ce qui fait peur, une rencontre avec ce qu'on préférerait éviter. Et dans chacun de ces récits, le personnage qui accepte la descente en ressort changé, capable de choses qu'il ne pouvait pas accomplir avant. Pas parce qu'il a acquis des pouvoirs extérieurs, mais parce qu'il a trouvé quelque chose en lui-même qui était là depuis le début, attendant d'être découvert dans l'obscurité. Jung ne pensait pas que ces mythes étaient de simples histoires. Il pensait qu'ils étaient les représentations symboliques de processus psychiques réels, des cartes de l'âme humaine que l'inconscient collectif avait produit au fil des siècles pour nous aider à comprendre ce qui se passe en nous quand nous traversons les grandes épreuves de l'existence. Quand tu te sens retenu à la maison, quand tu te sens arrêté, quand la vie semble t'isoler du mouvement général, peut-être es-tu en train de vivre ta propre version de cette descente archétypale. Et peut-être que ce que tu appelles une prison est en réalité un passage. Mais il faut être honnête ici, parce que Jung lui-même insistait sur l'honnêteté intellectuelle et psychologique avant tout. Cette période n'est pas automatiquement bénéfique. Elle ne se transforme en processus d'individuation que si tu acceptes de t'y engager consciemment. Si tu passes tes journées de retrait à t'anesthésier avec des distractions infinies, à fuir dans les écrans, dans les substances, dans les relations superficielles, dans n'importe quelle activité qui t'évite de sentir ce qui cherche à remonter à la surface, alors la pause ne devient pas une préparation. Elle devient simplement une pause. Et quand les circonstances extérieures changeront, tu repartiras exactement comme tu étais, avec les mêmes schémas, les mêmes peurs, les mêmes angles morts. Ce qui fait la différence, c'est l'attitude intérieure. C'est la qualité de l'attention que tu portes à ce qui se passe en toi pendant cette période. Jung parlait beaucoup de ce qu'il appelait l'attitude envers l'inconscient, cette disposition à écouter les messages qui viennent de l'intérieur plutôt que de les réprimer ou de les ignorer. Il croyait que nos rêves, nos émotions récurrentes, nos fantasmes, nos réactions disproportionnées, nos peurs inexpliquées, tous ces phénomènes que nous avons tendance à minimiser ou à interpréter comme des signes de faiblesse sont en réalité des messages précieux venus de la partie la plus profonde et la plus sage de notre psyché. Tes rêves, par exemple. Est-ce que tu y prêtes attention? Jung considérait les rêves comme la voie la plus directe de l'inconscient. Pas des prédictions de l'avenir,
pas des messages divins au sens littéral, mais des productions symboliques de ta psyché qui cherchent à te montrer ce que ta conscience refuse de voir. Si tu commences à noter tes rêves pendant cette période de retrait, à observer les images qui y reviennent, les émotions qui les colorent, les figures qui les peuplent, tu pourrais commencer à entendre quelque chose que tu n'entendais pas jusqu'ici. Non pas parce que tu deviendras soudainement un expert en interprétation des rêves, mais parce que le simple fait de prêter attention signale à ton inconscient que tu es prêt à écouter. Et il ne s'agit pas seulement des rêves nocturnes. Pense à ces moments où tu te retrouves à ruminer les mêmes pensées, à ressentir les mêmes émotions douloureuses dans des contextes différents. Jung aurait appelé cela l'action d'un complexe, une constellation émotionnelle autonome, chargée d'énergie psychique, qui a été formée autour d'une expérience passée non digérée et qui continue de fonctionner de manière semi-indépendante dans ta psyché. Ces complexes ne sont pas des pathologies. Tout le monde en a. Mais ils deviennent problématiques quand ils prennent le contrôle à notre insu, quand ils nous font réagir de manière automatique, disproportionnée, répétitive, comme si nous étions prisonniers d'un script que nous n'avons jamais consciemment choisi. La période de retrait peut devenir le moment idéal pour commencer à observer ces schémas. Non pas pour les juger, non pas pour te blâmer d'en être prisonnier, mais pour les reconnaître avec la même curiosité bienveillante qu'un explorateur porterait sur un territoire inconnu. C'est exactement ce que faisait Jung dans sa propre vie intérieure. Il explorait. Il ne cherchait pas à guérir, à effacer, à surmonter. Il cherchait à comprendre. Et dans la compréhension, la transformation se produisait d'elle-même. Il y a un autre concept fondamental dans la pensée de Jung qui prend tout son sens dans les moments de pause et de retrait, la synchronicité. Jung définissait la synchronicité comme une coïncidence significative entre un état intérieur et un événement extérieur, une coïncidence qui n'est pas liée par la causalité, mais qui porte un sens particulier pour celui qui la vit. Tu penses à quelqu'un depuis des jours et cette personne t'appelle. Tu traverses une crise existentielle autour d'une question précise et tu tombes par hasard sur un livre, un film, une conversation qui répond exactement à cette question. Tu rêves d'une image et le lendemain tu la retrouves dans ta vie éveillée sous une forme inattendue. Jung ne prétendait pas pouvoir expliquer scientifiquement ces phénomènes. Il reconnaissait lui-même qu'il se situait aux frontières de ce que la science pouvait mesurer. Mais il les considérait comme trop fréquents, trop chargés de sens dans la vie de ses patients et dans la sienne propre, pour être simplement ignorés. Et ce qui est remarquable, c'est que les synchronicités semblent se produire avec une fréquence particulièrement élevée pendant les périodes de transition intérieure profonde, précisément les périodes où nous sommes arrêtés, ralentis, forcés de regarder notre vie différemment. Comme si le monde extérieur commençait à parler la même langue que notre monde intérieur, comme si les deux réalités se mettaient soudainement en résonance. Peut-être que pendant cette période où tu te trouves à la maison, dans cette apparente immobilité, il se produit autour de toi des signes que tu n'as pas encore appris à lire. Peut-être que des rencontres, des lectures, des images, des phrases entendues par hasard sont en train de te transmettre quelque chose d'important sur ce qui vient. Jung t'inviterait non pas à croire aveuglément à ces signes, non pas à leur donner une signification magique ou surnaturelle, mais à les accueillir avec une attention ouverte, à noter ce qui résonne en toi, à explorer pourquoi certaines choses te touchent profondément alors que d'autres te laissent indifférent. Cette exploration elle-même est une forme de connaissance de soi. Parlons maintenant de quelque chose de plus délicat, quelque chose que beaucoup de gens ressentent pendant les périodes de retrait forcé, mais qu'ils n'osent pas toujours formuler clairement. La peur de ne pas être à la hauteur de ce qui vient. Tu sens que quelque chose se prépare, tu sens que ta vie doit changer, que tu es peut-être au bord d'une transformation importante, et en même temps,
tu as peur. Peur de ne pas être assez fort, assez sage, assez courageux pour affronter ce qui t'attend. Cette peur est profondément humaine. Et Jung avait quelque chose d'essentiel à dire à ce sujet. Il croyait que nous portons tous en nous des ressources psychiques que nous n'utilisons pas encore, des capacités qui sommeillent dans les régions non explorées de notre psyché. Il les désignait à travers la notion du self, qui en français peut se traduire par le soi, et qui représente pour lui non pas l'ego conscient, cette petite part de nous qui planifie et qui pense, mais la totalité de la psyché, consciente et inconsciente, un centre organisateur plus profond que notre personnalité habituelle, une instance intérieure qui tend naturellement vers l'intégration, vers la plénitude, vers l'équilibre. Le soi, dans la pensée de Jung, est à la fois ce que nous sommes déjà dans notre profondeur la plus authentique et ce que nous sommes en train de devenir à travers le processus d'individuation. Et le soi se manifeste souvent précisément dans les moments de crise, dans les moments où l'ego est mis en échec, où nos stratégies habituelles ne fonctionnent plus, où nous sommes forcés d'admettre que nous ne savons pas et que nous avons besoin d'autre chose. C'est dans ces moments que surgissent, dans les rêves, dans les intuitions, dans les synchronicités, des images et des symboles qui semblent venir d'une sagesse que nous ne connaissions pas encore. Non pas une sagesse venue de l'extérieur, non pas une voix divine au sens littéral, mais quelque chose qui semble plus grand que notre ego habituel, quelque chose qui porte une vision plus longue, plus profonde, plus juste de qui nous sommes et de ce dont nous avons besoin. La mythologie est encore une fois instructive ici. Dans presque toutes les grandes traditions narratives de l'humanité, le héros ne reçoit ses capacités extraordinaires qu'après une épreuve. Avant l'épreuve, il ne sait pas encore ce qu'il porte en lui. C'est précisément parce qu'il est forcé d'aller là où il préférerait ne pas aller, de faire face à ce qu'il préférerait éviter, qu'il découvre des ressources qu'il ignorait posséder. Et Jung pensait que cette structure narrative universelle reflétait une vérité psychologique profonde. Nous ne découvrons notre profondeur réelle qu'en acceptant de nous y plonger. Ce qui vient après ta période de retrait, tu ne peux pas encore le savoir avec certitude. Mais ce que Jung nous dit, c'est que la qualité de ce qui vient sera déterminée en grande partie par la qualité du travail intérieur que tu auras accompli pendant le retrait. Si tu as utilisé ce temps pour t'observer avec honnêteté, pour écouter ce que tes émotions te disent, pour commencer à apprivoiser ton ombre plutôt que de la fuir, pour te reconnecter à ce qui a vraiment du sens pour toi au-delà des attentes sociales et des rôles que tu as appris à jouer, alors tu sortiras de cette période avec quelque chose de précieux que tu ne pouvais pas avoir acquis autrement. Une connaissance de toi-même qui te rendra capable d'agir depuis un endroit plus authentique, plus ancré, plus véritablement tien. Il y a quelque chose d'important à comprendre ici, et c'est peut-être la nuance la plus difficile à saisir dans la pensée de Jung. L'individuation n'est pas un but que l'on atteint. C'est un mouvement perpétuel, un processus qui dure toute une vie. On ne devient jamais entièrement individualisé, on ne finit jamais de se connaître, on ne rencontre jamais toutes ses ombres une seule fois pour toutes les intégrer définitivement. Ce que Jung nous propose, ce n'est pas une destination, mais une direction. Et cette direction, c'est simplement celle qui va vers une plus grande honnêteté, une plus grande profondeur, une plus grande authenticité dans notre rapport à nous-mêmes et au monde. Chaque période de retrait, chaque moment d'arrêt forcé est une invitation à ajuster cette direction, à se demander « Est-ce que je vis réellement ma vie ou est-ce que je vis la vie que les autres attendent de moi? Est-ce que je suis guidé par ce qui compte vraiment pour moi ou par la peur du jugement extérieur? Est-ce que j'écoute les signaux qui viennent de ma profondeur intérieure ou est-ce que je les couvre de bruit pour ne pas avoir à les entendre? Ces questions ne sont pas confortables. Jung ne cherchait pas le confort, il cherchait la vérité.
Et la vérité psychologique, comme toutes les vérités réelles, est souvent inconfortable avant d'être libératrice. Pense à ce que tu sais déjà de toi-même, à ce que tu as compris de ta propre histoire, de tes répétitions, de tes peurs, de tes désirs profonds. Il y a probablement des choses que tu as évité de regarder, des pans entiers de ton expérience que tu as mis de côté parce que c'était trop difficile, trop douloureux, trop menaçant pour l'image que tu voulais garder de toi-même. Cette période de retrait est peut-être le moment où tu n'as plus la possibilité de les éviter. Pas parce qu'une force extérieure t'y oblige, mais parce que ton propre psychisme a atteint un point où le coût de l'évitement est devenu plus grand que le coût de la confrontation. Jung comparait souvent le processus de connaissance de soi à la rencontre avec une forêt obscure. Il est tentant de rester sur le chemin balisé, dans la lumière, là où tout est familier et prévisible. Mais les choses qui comptent vraiment, les ressources psychiques les plus importantes, les découvertes intérieures les plus transformatrices, ne se trouvent pas sur le chemin balisé. Elles se trouvent dans l'obscurité de la forêt, là où tu dois avancer sans carte, en te fiant à quelque chose d'autre que ta raison habituelle, quelque chose qui ressemble à une boussole intérieure, à une intuition profonde, à ce que Jung appelait parfois la voix du soi. Et il est essentiel de comprendre que tu n'as pas à faire ce chemin seul. Jung lui-même a travaillé pendant toute sa vie avec d'autres, dans le cadre thérapeutique certes, mais aussi à travers la communauté des chercheurs, des penseurs, des artistes, qui partageaient sa conviction que l'exploration de l'inconscient était une tâche non seulement personnelle, mais collective. L'inconscient collectif nous relie tous à des profondeurs partagées. Quand tu partages ton expérience de retrait, ta lutte intérieure, tes questions existentielles, tu contribues à quelque chose qui dépasse ta propre histoire. Tu ajoutes ta voix à un dialogue millénaire sur ce que signifie être humain, sur ce que signifie chercher à comprendre qui on est vraiment. Ce canal existe pour cela, pour créer un espace où ces questions peuvent être posées sans honte, explorées sans jugement, partagées sans la pression de devoir immédiatement avoir des réponses. La psychologie de Jung n'est pas un système de réponses toutes faites. C'est une invitation à poser des questions plus profondes. C'est une boîte à outils symbolique et psychologique pour explorer des territoires intérieurs que notre culture contemporaine, dans sa célébration de l'efficacité et de la visibilité, a tendance à négliger. Il y a encore quelque chose que je veux te dire avant de conclure cette réflexion, quelque chose qui touche à l'une des observations les plus profondes que Jung ait faites sur la relation entre la souffrance et la croissance. Il a observé, au fil de décennies de pratiques cliniques, que les patients qui évoluaient le plus profondément n'étaient pas ceux qui réussissaient à éliminer leur souffrance, mais ceux qui parvenaient à lui donner un sens. Il ne s'agit pas de romantiser la douleur, de croire que souffrir est en soi une vertu. Il s'agit de reconnaître que quand nous pouvons comprendre pourquoi nous souffrons, quand nous pouvons voir comment notre souffrance particulière est liée à quelque chose que nous n'avons pas encore regardé en face, quelque chose change. La souffrance ne disparaît pas nécessairement, mais elle cesse d'être absurde. Elle devient intelligible. Et ce qui est intelligible peut être traversé. Si tu souffres en ce moment d'être à la maison, d'être arrêté, d'attendre quelque chose qui ne vient pas encore, la question jungienne n'est pas « Comment faire en sorte que cette souffrance cesse le plus vite possible ?» La question jungienne est « Qu'est-ce que cette souffrance est en train d'essayer de me montrer ? Qu'est-ce qu'elle me révèle sur moi-même que je n'aurais pas vu si j'avais pu continuer à courir ? Qu'est-ce qu'elle me demande d'explorer, de comprendre, d'intégrer avant de pouvoir avancer vers ce qui vient ? Ce n'est pas une question à laquelle on répond en 5 minutes. C'est une question qu'on laisse résonner, qu'on porte avec soi pendant des jours, des semaines peut-être. Et dans cette attention maintenue à ce qui monte du fond de soi, quelque chose commence à se clarifier. Lentement,
quelque chose prend forme, une compréhension nouvelle de soi-même, une direction que tu n'aurais pas trouvée en restant à la surface de ta vie. Ce qui t'attend de l'autre côté de cette période, Jung ne pourrait pas te le dire précisément. Personne ne le peut. Mais la psychologie analytique nous enseigne avec une clarté remarquable que les personnes qui traversent consciemment leur période de retrait, qui s'y engagent avec honnêteté et curiosité, qui acceptent la confrontation avec leurs propres ombres plutôt que de les fuir, ressortent de ces périodes avec une capacité d'être dans le monde qui est qualitativement différente de celle qu'elles avaient avant. Pas parce qu'elles ont résolu tous leurs problèmes, pas parce qu'elles sont devenues parfaites, mais parce qu'elles se connaissent un peu mieux, parce qu'elles agissent depuis un endroit un peu plus profond, un peu plus réel, un peu plus vraiment le leur. Et peut-être que c'est précisément cela, la préparation dont tu as besoin avant ce qui vient. Pas une formation de compétences nouvelles, pas une stratégie de croissance personnelle, pas un programme de développement professionnel, mais une descente dans ta propre profondeur, une rencontre honnête avec ce que tu es vraiment, une réconciliation avec les parties de toi-même que tu as laissées dans l'ombre trop longtemps. Parce que ce que tu seras capable de faire dans le monde, la qualité de tes relations, la profondeur de ton engagement dans ce qui compte pour toi, tout cela sera à la mesure de la connaissance que tu auras de toi-même. Carl Gustav Jung a consacré sa vie entière à cette conviction, que le voyage le plus important n'est pas celui qui va vers l'extérieur, mais celui qui va vers l'intérieur, et que ce voyage intérieur, aussi difficile et inconfortable qu'il soit parfois, est la seule voie qui mène à une existence véritablement vécue, à une liberté qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient de la profondeur de ce qu'on est. C'est une liberté que personne ne peut te donner et que personne ne peut te prendre, parce qu'elle est le fruit de ce que tu as eu le courage de regarder en face dans les moments où tu aurais pu choisir de ne pas regarder. Si les réflexions partagées dans cette vidéo ont touché quelque chose en toi, alors ce que tu ressens maintenant est déjà le début de quelque chose. Ce canal est un espace pour ceux qui veulent comprendre leur propre profondeur intérieure, décrypter les symboles que la vie leur adresse et avancer vers une existence plus consciente et plus authentique. Laisse un like si cette vidéo a résonné en toi, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines explorations et partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse lui aussi une période d'arrêt. La connaissance de soi est le voyage le plus courageux qui soit.